Alors, ce que vous ne devez pas faire, c'est... Oui, voilà, ça marche. Très bien. Je vous ai dit tout à l'heure qu'effectivement l'océan était sous la menace d'un certain nombre de pressions. Hein. Quand je dis pression, c'est des stress en fait. Hein. C'est des agressions aussi, c'est des destructions, enfin, voilà. Et donc qui viennent d'ailleurs d'activités en mer comme d'activités terrestres, hein, puisque on a aussi, vous savez, vous en avez parlé hier, hein, un certain nombre de pollutions, hein, et souvent les pollutions d'ailleurs qui atteignent le milieu marin coulent et proviennent de flux qui viennent de la Terre, hein, de nos fleuves. Tara Océan le montre, hein, la goélette arrive bientôt, elle a montré que la plupart des plastiques qu'on retrouvait dans la mer venaient de nos fleuves. Je vous ai dit aussi qu'il y avait la vie était partout dans l'océan, mais j'ai envie de dire qu'il y a des oasis de vie, enfin il y a des zones, alors c'est toujours difficile à dire, mais il y a des zones qui sont plus riches que d'autres, où disons la biodiversité, la vie est plus diverse, il y a plus d'espèces, il y a plus en quantité, et donc on appelle ça des zones remarquables. Alors je sais que ça peut débattre, hein, dans les scientifiques sur ces zones, quelles sont ces zones, etc. Mais ces zones remarquables, il faut à tout prix les conserver pour le coup, puisque voilà, elles sont à la fois très riches et puis elles sont aussi, elles aussi, des sentinelles, un peu comme mes espèces de requins. Elles sont des sentinelles de ce qui se passe, et il faut l'Office, mais d'autres instituts, les scientifiques, hein, les organisations aussi de protection de la nature, ont un grand rôle à jouer pour la protection de ces espaces qu'on appelle remarquables. Alors, j'ai envie de dire tout est remarquable, mais il y a des espaces qui sont un peu plus remarquables que d'autres. Voilà. Et ces espaces remarquables, eh ben, on a besoin de les protéger. Et d'un point de vue global, hein, international, l'ensemble de la communauté scientifique et des acteurs s'entendent pour dire, il y a un consensus pour dire qu'il faut inscrire ces espaces remarquables dans des aires marines protégées, c'est-à-dire des espaces qui sont bien délimités, où on va se donner un objectif de protection. Il faut protéger la biodiversité qui est présente dans ces espaces. J'y reviendrai, mais il y a plein de moyens de protéger, hein. Il y a différents moyens de protéger. Il y a la règle, bien sûr, hein. On interdit ou on régule une activité. Par exemple, on peut interdire l'usage de tel engin de pêche, le chalut ou la drague, parce que le chalut et la drague est incompatible avec la protection de la posidonie ou de l'herbier de zoostère qui se trouve à l'intérieur de cette zone remarquable. On peut limiter l'accès. Le parc national des Calanques, vous l'avez vu peut-être cet été, a limité l'accès à un certain nombre de calanques parce qu'on considérait qu'il y avait un dérangement trop fort. Enfin, il y avait une surfréquentation qui ne permettait plus finalement cette bonne cohabitation dont j'ai parlé tout à l'heure entre les hommes et les non-humains. Et donc voilà, il y a aussi des possibilités plus contractuelles, plus conventionnelles. On n'est pas obligé de prendre de la règle systématiquement. On peut aussi convenir avec des acteurs, des pêcheurs, des sportifs, les inciter ou les encourager, et puis eux-mêmes peuvent décider d'eux-mêmes en quelque sorte s'engager à réduire leur propre empreinte sur la biodiversité par des contrats, par des conventions, par des systèmes de chartes, des systèmes de... Voilà, où on dit, ben, nous, on s'engage à respecter la nature dans cette aire marine protégée. Évidemment, tout ça, toutes ces réglementations, ces engagements, nécessitent derrière, vous l'avez compris, un peu de police quand même. Il faut quand même s'assurer que c'est une protection réelle, efficace. Et donc, évidemment, on a des policiers de l'environnement marin qui sont à l'œuvre dans ces espaces marins pour essayer de s'assurer que les usagers respectent bien les règles que se sont données. C'est ça qui est intéressant dans les aires marines protégées, que se sont donnés les acteurs du territoire. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément une règle qui tombe de Bruxelles, pour parler de Bruxelles, ou de Paris, ou de je ne sais pas d'où. Ce sont souvent des règles qui émergent, qui arrivent des acteurs du terrain. C'est ça qui est intéressant dans le cadre d'une gouvernance un peu originale, disons, où on donne un peu les clés du camion, j'ai envie de dire, enfin les clés de cet espace à des acteurs qui décident ensemble de l'avenir qu'ils veulent donner à ce territoire et de l'objectif de protection ou de développement durable qu'ils se donnent. C'est ça qui est très intéressant parce que je suis persuadé que tout tient à ça, c'est-à-dire tout tient à notre capacité collective à prendre des décisions partagées
accepter. À cette concertation, en fait. Et voilà, et de concerter, de dialoguer, pour qu'au final, on se dise, bah oui, effectivement, il faut qu'on arrive à protéger les zoostères, ou qu'on arrive à protéger des marsouins communs, ou une espèce, et comment on fait et du coup, on se met autour d'une table, comme on est là aujourd'hui, et on commence à travailler. On le fait aussi avec les enfants, c'est très intéressant, dans le cadre des aires marines éducatives. Alors, il y en a... Christophe, qui est le délégué de façade maritime de l'OFB, nous dira où, mais il y en a pas très loin de chez vous, à Cherbourg, et à Saint-Valaouc d'ailleurs, à Saint-Valaouc, vous les verrez demain, où on dit à des écoles, des petits minots, des collégiens, et puis des scolaires en école primaire, on leur dit, bah, maintenant c'est vous les gestionnaires de cette petite bout de mer, de cette plage, de cet estran, et vous allez gérer cet espace. Et évidemment, les gamins sont très très bons pour être gestionnaires finalement. En plus, ils coûtent pas cher pour le coup. Et ils trouvent des solutions très originales auxquelles on n'a pas pensé souvent. J'ai le souvenir d'être allé avec des gamins, c'était sur l'île d'Oléron, un peu plus loin d'ici, mais avec la ministre Barbara Pompili, et la ministre les interrogeait en disant bah, qu'est-ce que vous avez fait concrètement pour la gestion de votre plage? Et alors les petits disaient bah, on a constaté qu'il y avait beaucoup de mégots de cigarettes partout. Alors il dit bon bah ça c'est quand même un problème, c'est un sujet. D'abord c'est pas chouette et puis bon c'est peut-être nocif. Interdire à leurs parents de fumer. C'est peut-être nocif pour la biodiversité. Alors ils ont essayé de comprendre pourquoi c'était nocif pour la biodiversité. Ils ont été voir des chercheurs qui leur ont dit bah oui effectivement c'est pas terrible. Et puis on leur a dit bon bah maintenant qu'est-ce qu'on peut faire? Alors ils ont dit bah on va ramasser les mégots de cigarettes. Alors ils ont ramassé les mégots de cigarettes pendant voilà, et puis ils sont revenus le week-end, le lundi d'après, et puis évidemment il y avait toujours autant de mégots de cigarettes sur la plage. Alors ils se sont dit zut, on a un problème. Et puis alors ils ont dit bon, alors on va mettre des cendriers, des petits cendriers. Et évidemment 15 jours après, tous les cendriers avaient disparu. Voilà, acte d'incivilité. Ils ont dit mais quand même, ils ont quand même compris qu'il fallait aller voir le maire du village en lui disant « Monsieur le maire, vous avez quand même un sujet là sur votre plage, il y a trop de mégots. Il faut que vous preniez un arrêté d'interdiction de fumer. » Voilà. Alors le maire, évidemment, il a dit « D'accord, il a pris son arrêté d'interdiction de fumer. » Vous voyez, enfin, c'est pour dire que les jeunes comme les moins jeunes, ils sont face à des problèmes qui sont souvent hyper important, enfin qui nous dépasse un peu tous, hein, et donc la seule solution, enfin une des solutions pour y arriver, c'est de se mettre autour d'une table, de discuter, pas simplement pour discuter, ça peut être amusant avec les enfants, mais puis même avec les grands d'ailleurs, mais discuter pour prendre des mesures, c'est surtout ça qui est important, pour agir. Et donc au niveau international, on fait un peu le même constat, c'est-à-dire que le meilleur moyen pour sauver la biodiversité, c'est certes réduire tous nos stress, tous les stress qui portent sur cette biodiversité, je l'ai dit tout à l'heure, essayer d'éviter de mettre des éoliennes dans des endroits où les oiseaux passent, dans les couloirs migrateurs par exemple, éviter de surpêcher, on n'est pas obligé de pêcher trop de poissons, on peut en laisser un peu pour les autres, pour les requins. Mais on doit aussi avoir une politique un peu territorialisée, c'est-à-dire des espaces qui sont un peu préservés, laissés un peu à la nature, pas forcément mis sous cloche, c'est-à-dire que l'homme a toujours sa place, mais l'homme doit faire particulièrement attention, prendre soin particulièrement de ces espaces. Et ça, c'est un consensus interne. C'est pas encore un consensus, mais on essaye avec l'Union européenne de défendre dans les instances internationales, et notamment à la Convention de la biodiversité qui se tiendra bientôt, on essaye de porter l'idée qu'il faut atteindre 30% d'aires marines, 30% de l'ensemble de la mer sous aires marines protégées. Aires marines protégées, pas de papier, des vraies aires marines protégées avec de la règle, avec de la police. Et comme ça, on arrivera à sauver l'essentiel, c'est-à-dire la vie. Aujourd'hui, vous allez me dire, mais on est loin de l'objectif, on est à quel on est 7%, à 7% de nos océans qui sont sous aires marines protégées. Et encore, dans ces 7% d'aires marines protégées, on en a très peu qui sont fortement protégés, qui sont vraiment, finalement, protégés. En France, si juste un petit, oui. on est à 33%, donc on a atteint l'objectif qu'on souhaite au niveau international. Mais par exemple, sur les zones très fortement protégées, enfin ou fortement protégées, c'est-à-dire là où il y a vraiment un objectif de protection qui est assuré dans ces zones,
nous sommes à moins de 2%. Vous voyez un peu le gap, enfin l'effort qui nous reste à faire. Alors, puisque la technique a pu rétablir le son, on va faire deux choses. Tout d'abord, on va écouter Larissa Lorenzi, donc de la Commission européenne, qui va nous parler justement de la politique de la recherche pour la santé des océans et des mers. Et ensuite, en démonstration de tout ce que vous avez raconté, on pourra écouter Naomi Scholten, que j'aperçois à l'écran, mais j'aimerais voir Larissa d'abord, qui va nous expliquer justement quelle est la place des scientifiques dans les dispositifs des aires marines protégées et comment elle est chargée justement de connaissances, du suivi des missions de connaissances scientifiques sur le parc marin. Larissa, je vous remercie donc d'ouvrir pour nous une fenêtre sur des dossiers qui sont extrêmement ambitieux, extrêmement complexes. Il y a des aspects techniques, juridiques, politiques, administratif et scientifique. C'est à vous. Vous avez 8 minutes, on va vous donner. Puisqu'on a perdu Serge. Un grand merci. Et oui, nous voyons finalement. Alors, premièrement, je tenais beaucoup à vous remercier pour nous avoir invités à cet événement super important sur l'océan. Moi, personnellement, je suis une passionnée et dans ma vie professionnelle et personnelle, je suis vraiment impliquée dans la protection de l'océan. Alors ici, maintenant, je représente la Commission européenne et notamment le Directorat général pour la recherche et l'innovation. Et on est totalement engagé dans la protection du Grand Bleu. Et vous savez déjà, on a entendu beaucoup parler que la protection de l'océan relève de notre responsabilité collective. Alors, qu'est-ce que nous on fait à la Commission européenne et notamment au sein du directorat? Moi, personnellement, je suis chargée du dossier de la politique européenne de recherche sur l'océan, le climat et la biodiversité. Et on essaie d'apporter l'appui de la science à la triple crise avec laquelle l'océan se confronte, notamment le changement climatique, la perte de la biodiversité et la pollution. Alors nous, on prend une approche systémique et on essaie de mettre en avant des solutions qui sont positives pour l'océan, positives pour le climat, positives pour la protection de la biodiversité. Le rôle de la science relève d'orienter, d'aider à la navigation et d'accélérer la transformation verte qui est prévue par le plan vert européen. Et notamment, on veut faire ça grâce à des résultats scientifiques et des solutions innovantes. Aussi, ce que on fait avec toutes les avancées scientifiques qu'on est en train d'appuyer, c'est d'avoir des contributions significatives dans des assessments globaux comme le IPCC et IPBES. Alors, comment on fait celui-ci? L'Union européenne dispose des programmes cadres de recherche et innovation qui soutiennent les avancées scientifiques. Et ces avancées scientifiques sont amenées à observer, à mieux comprendre, à modeler, à projeter et prédire l'état de l'océan et aussi les changements qui ont lieu. Et en même lieu, essayer d'apporter des solutions qui sont soutenables et aussi qui relient la science à la société en soutenant aussi une transformation sociale qui est tout à fait importante. Ici, pour vous donner quelques partenaires qui relèvent de la partie française, on a notamment CNRS, IFREMER, l'Université Sorbonne, parmi d'autres universités et de centres de recherche qui produisent de l'excellente science. Comme je vous ai parlé des programmes cadres, c'est des programmes cadres avec une durée de 7 ans. Celui qui vient de finir s'appelle Horizon 2020, mais là, on est en train de produire
les avancées scientifiques, et le nouvel programme Horizon Europe, qui date entre 2021 et 2027. Et peut-être ce qui sera intéressant de préciser, c'est que en plus de cette approche systémique dont vous ai déjà parlé, excusez-moi, il y a aussi l'accent sur une intégration horizontale et du climat et de la biodiversité dans tous nos programmes et objectifs et politiques sectorielles. Vous travaillez également à décarboner l'économie maritime. Et ça, est-ce que vous avez quelques exemples concrets à nous donner sur ces avancées qui ont été finalement porteuses de promesses et que vous aimeriez étendre? Oui, tout à fait. Je pense que c'est intéressant ici d'introduire la nouveauté majeure qui est apportée avec Horizon Europe, qui est les missions. Et ces missions, c'est vraiment un outil tout à fait nouveau qui donne un nouvel rôle à la recherche. Et c'est un rôle de démonstration, de mise à l'échelle et de reproduction des solutions existantes et nouvelles avec des innovations sociales. Il y en a 5 missions et une qui est sur la restauration des mers et océans. Et pour vous donner quelques éléments très concrets, c'est que l'objectif de cette mission est l'étude, la restauration et la protection des Européens d'ici 2030. Et il y en a plusieurs volets prioritaires, les objectifs. Il y en a 3. Oui. Le premier, c'est de protéger et restaurer les eaux européens. Le deuxième, c'est de prévenir et éliminer la pollution. Et le troisième, c'est notamment ce que vous avez déjà mentionné, c'est la transition vers une économie bleue durable, neutre en charbon et circulaire. Pour tous ces 3 objectifs, on a des projets phares qui sont au sein d'un bassin maritime ou fluvial. Et là, par exemple, on a lancé le projet phare en Méditerranée, et cela a été lancé en juin 2022 à Marseille. Et ce projet phare va se concentrer sur l'élimination de la pollution des eaux. En novembre, on va lancer le projet phare l'Atlantique et Arctique, et cela vise à protéger et restaurer les écosystèmes marins de cette partie de l'océan et de booster aussi la résilience côtière. Et c'est tout à fait important de souligner qu'il y a la participation de tous les acteurs qui sont invités à intervenir et pour ces projets phares. Et là, on parle de chacun de nous, de tous les acteurs locaux, des acteurs nationaux, de toutes les autres DG de la Commission européenne sont impliqués, tous les États membres. On est en train de faire toute la programmation ensemble. Beaucoup de travail en perspective, à ce que j'ai compris. Je vous remercie beaucoup pour cet éclairage. Et en fait, j'aimerais maintenant que Naomi Scholten, si elle peut, se montrer à l'écran, vienne nous parler, voilà, de ce bonjour Naomi, en direct de Mayotte, où vous êtes chargée du suivi scientifique des différentes missions du parc. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre travail ? Est-ce que c'est possible de lancer le diaporama ou on le lance après? Ah non, on vous voit, ça y est, on voit Mayotte. J'avais préparé quelques slides. Voilà. On voit Mayotte, ok, super. Mais c'était important de le situer. Bonjour à tous, et puis merci pour votre invitation. Donc, je m'appelle Naomi Scholten et je travaille au Parc naturel marin de
Mayotte et je vais vous présenter les missions des agents du parc marin et en particularité les miennes. Donc, qu'est-ce que le parc marin de Mayotte? En fait, c'est un périmètre, c'est plus une surface qui recouvre plus de 68 000 km² et qui entoure donc l'île de Mayotte et qui est située dans l'archipel des Comores, en plein canal du Mozambique, entre le continent africain et Madagascar. Et il faut savoir que le parc marin fait partie d'un réseau de parcs marins. On est 8 en tout, dont 6 situés en métropole et 2 en outre-mer. Prochaine slide, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut passer la slide à la suivante? Il y a un petit bug. Oui, vous m'entendez toujours? La technologie est particulièrement cruelle avec nous ce matin. Je vous remercie de votre patience à tous. Je ne vois pas la slide. Alors, laquelle souhaitiez-vous nous montrer? Celle sur la biodiversité ou sur les missions? Les missions? Voilà. On y est. Je vois la seconde slide, donc j'enchaîne, je ne vous entends pas du tout. Notre mission principale à Mayotte, elle se concentre particulièrement à l'intérieur du lagon. Vous avez changé encore de slide un peu trop tôt. C'est pas grave, allez-y, enchaînez. Nous, on va vous écouter. Est-ce qu'on peut revenir à celle d'avant? Elle ne nous entend pas. Allez-y. Ah, et voilà. Et maintenant, le bug. Oh, oui, si on peut mettre la deuxième slide, oui, parfait. Voilà. La mission des agents du parc marin. On vous écoute. Voilà, ici on est bon. En fait, voilà, merci. Je vous ai montré donc le périmètre, la surface totale du périmètre de Mayotte, mais il faut savoir que les agents du parc, on se concentre particulièrement dans la surface lagonaire, donc qui entoure l'île de Mayotte. Pourquoi on s'intéresse à cette zone particulièrement? Parce que c'est là où il y a beaucoup plus d'enjeux. Donc, qu'est-ce qu'un enjeu? C'est finalement une zone où il y a à la fois de la biodiversité importante et à la fois des pressions humaines et naturelles qui s'exercent sur cette biodiversité. Ce qui nous permet d'avoir ces zones en jeu où nous, la finalité de notre travail, c'est finalement de proposer des mesures de gestion. Et donc, on va revenir après sur qu'est-ce qu'on a pu mettre en place depuis l'existence du parc. Prochaine slide, s'il vous plaît. Merci. Donc là, un rapide coup d'œil sur la biodiversité exceptionnelle qu'on peut observer à Mayotte. On trouve des mammifères marins, plusieurs espèces, 24 espèces actuellement. On trouve des habitats, alors on ne voit pas ma petite patate de corail, mais c'est un des habitats les plus exceptionnels à Mayotte, c'est bien les récifs coralliens, où il y a à peu près 350 km de récifs sur cette surface lagonaire. On y trouve des tortues, des mangroves, où il y a une importante diversité d'oiseaux aussi sur cet habitat. Et donc moi, ma mission en particulier, c'est de suivre ces habitats, ces populations, pour suivre finalement l'état de santé des habitats et des peuplements. Et ce qui est important de remettre un peu en contexte, c'est les pressions qui s'exercent sur ces milieux-là, parce que finalement, nos réflexions, elles se portent à la fois sur cette biodiversité, les pressions qui s'exercent sur ces milieux naturels. Prochaine slide, s'il vous plaît. Encore. Ah, je vois plus les slides passer. Est-ce qu'on pourrait aller aux pressions? C'est la... Même sans slide, allez-y, enchaînez si vous m'entendez. Voilà. Ok. C'est bon. Et donc, ce qui est important de savoir, c'est que il y a cette biodiversité exceptionnelle, mais elle fait face à plusieurs pressions multiples. Et la pression majeure qui s'exerce sur les habitats et les populations qui sont relativement côtières, on a l'érosion des sols qui entraîne un envasement du lagon. Et il faut savoir que les deux principales causes à l'origine de cette érosion, c'est les monocultures.
À Mayotte, il y a les monocultures de bananes et de manioc. Et donc les parcelles de manioc, elles, contribueraient à 28% des apports de terre au lagon. Et après, il y a tout ce qui est artificialisation des sols, donc imperméabilisation des sols, où là, on est sur à peu près 1% du territoire, où là, on a vraiment du bitume, hein, pour résumer. Et ces surfaces-là sont responsables d'une autre part de 20% d'apport dans le lagon. Donc, à Mayotte, c'est la grande problématique à l'origine de la dégradation des milieux. Mais il faut savoir qu'il y a plein d'autres pressions. On a la pollution chimique et plastique, on va y revenir après, puisque c'est un peu le focus de ce moment-là. On a aussi des pressions vis-à-vis des opérateurs touristiques, où là, il y a vraiment une fréquentation bateau sur le lagon, et donc particulièrement sur les cétacés. On a aussi à Mayotte un gros problème d'assainissement. Il faut savoir qu'il y a seulement 30% de la population qui est raccordée à un réseau d'assainissement. Et donc on peut imaginer que tout le reste va générer une dégradation de la qualité de l'eau. Prochaine slide, s'il vous plaît. Et donc voilà, le focus ici, il est apporté sur la pollution plastique, où le parc marin réalise dans le cadre de son observatoire des déchets plusieurs suivis. On a à la fois le suivi sur les plages, le suivi sur les récifs, donc vraiment en mer, l'apport de déchets en mer. On réalise des suivis au sein des organismes marins pour évaluer un peu les concentrations en microplastiques dans les tissus. Et donc là, voilà, quelques chiffres clés sur le suivi des macrodéchets sur les plages. On a à la fois des chiffres qui sont collectés sur des plages qui sont peu anthropisées, donc on peut s'imaginer qu'il y a très peu d'apport des bassins versants, donc des terres. Donc là, en moyenne, on a 3 kg de déchets tous les 100 mètres, avec une part majoritaire de plastique, avec 90% des déchets qui sont d'origine plastique. Et sur des plages pour lesquelles on imagine une grosse influence des terres et donc des apports des bassins versants, on a en moyenne 5 kg de déchets tous les 100 mètres à Mayotte, avec 65% de ces déchets qui sont plastiques. Prochaine slide, s'il vous plaît. Merci. Ici, on a le résultat un peu des chiffres clés sur le suivi des macrodéchets sur les récifs frangeants. Donc les récifs frangeants, c'est vraiment les récifs qui bordent la Grande Terre. Et là, les estimations donnent à peu près donc 60 déchets par hectare. Et la plupart de ces déchets sont issus des activités de pêche, avec 60% en proportion. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Mais malheureusement d'aller un peu plus rapidement, s'il vous plaît, Naomi, si vous m'entendez. Oui. Voilà. Oui, il y avait un résultat fascinant sur les coraux, la différence entre les coraux qui bordaient les mangroves et ceux qui sont au large du lagon. Peut-être que dans les résultats scientifiques, c'était peut-être le plus intéressant. Si vous pouviez enchaîner là-dessus. Alors, si ça vous va, j'enchaîne avec les slides, sinon on va pas. Et malheureusement, le temps a filé avec tous ces problèmes techniques qu'on a eu. Je suis désolée de vous demander d'accélérer et de partager avec nous ce résultat. J'aimais bien. Donc, alors pour le coup, du coup, je l'ai pas présenté parce que les récifs sont pas forcément présents au niveau des mangroves. C'est pas un milieu qui leur est favorable pour leur développement. En tout cas, si on peut passer la slide, on réalise, donc dans le cadre de l'émission, on réalise des suivis de connaissances sur l'état de santé des récifs. Pour cela, on collecte différents paramètres qui nous permettent d'avoir une idée sur l'état de santé. Et à Mayotte, l'histoire des récifs, on peut avoir deux schémas principaux. C'est que les récifs qui bordent la terre, eux ont une influence, eux ont été extrêmement dégradés par la qualité de l'eau, par la mauvaise qualité de l'eau, par l'envasement du lagon. Et donc là, on a vraiment un changement dans les peuplements coralliens. Et plus on s'éloigne des côtes, et plus on a des récifs qui sont, eux, sous l'influence plus globale et donc majoritairement des anomalies de température. Je ne l'ai pas présenté ici sous forme de carte ou de résultats, je m'excuse, mais j'espère que
mon explication a été claire, on peut passer. On parlait des mesures de gestion. Juste une petite question, juste pour revenir sur l'état de santé justement, parce qu'on en parle beaucoup, notamment dans ce contexte d'aires marines protégées. C'est quoi un écosystème en bonne santé? Parce que là, vous parlez d'indicateurs sans vraiment les préciser. Pour le public, je ne sais pas si vous les avez en tête, mais par exemple, c'est le nombre d'animaux, c'est différent, leur quantité. Est-ce qu'il y a des espèces qui sont plus importantes que d'autres? Comment est-ce que c'est évalué cet état de santé? Alors justement, là, je vous ai donné quelques paramètres qu'on relève et qui peuvent être un proxy, donc qui peut être indicateur d'un état de santé. Il y a à la part effectivement le nombre d'espèces. Quand on parle de biodiversité, dans la tête, finalement, on a quel est le nombre d'espèces qui composent ces milieux-là, et plus c'est riche, et plus l'écosystème, on va dire, est en bon état de santé. Pourquoi? Parce que plus d'espèces, ça génère plus de diversité génétique, et du coup, c'est des peuplements qui vont être plus résistants, plus résilients à ces changements environnementaux. Donc, on a à la fois un premier indicateur, disons, c'est le nombre d'espèces, et après, c'est quelles espèces constituent cet écosystème. Il y a des espèces qui sont sensibles. Donc là, par exemple, le fait qu'on les voit, qui recouvrent une certaine surface, on les voit en bon état, finalement, le fait qu'elles soient plus sensibles à certains paramètres, si on les voit, ça veut dire que ce milieu-là se maintient dans des conditions favorables pour leur développement. Et du coup, c'est aussi, il y a des espèces qui sont, disons, bio-indicatrices, beaucoup plus que d'autres, où elles, par exemple, des coraux qui sont beaucoup plus massifs, qui sont beaucoup moins complexes dans leur forme, eux, ils sont plutôt indicateurs de mauvais état. Et c'est des espèces qui, elles, seront aussi beaucoup moins accueillantes pour des espèces de poissons, par exemple, parce qu'elles leur permettent, il y a une capacité d'accueil beaucoup moindre. Et donc, Naomi, je vais être obligée de vous interrompre là, parce qu'on a encore deux intervenants qui n'ont pas pu parler. Il nous reste à peine une petite quinzaine de minutes. Je vous remercie, vous restez en ligne avec nous si vous avez des échanges à faire. Je voudrais qu'on descende plus profondément maintenant, là, en deçà de 200 mètres de profondeur, avec Pierre-Marie Saradin, qui étudie les écosystèmes profonds. Ces zones sont-elles en bonne santé? Sont-elles protégées? Sont-elles bien connues? Alors, effectivement, on va faire un petit pas de côté, même un grand pas de côté, puisqu'on va s'éloigner des côtes et on va plutôt parler des écosystèmes marins profonds. Donc pour nous, les écosystèmes marins profonds, c'est tout ce qu'on va trouver au-delà de 200 mètres de profondeur. Donc, il faut savoir qu'entre 200 et 1000 mètres de profondeur, on n'a plus de lumière, donc on n'a plus de photosynthèse. Alors pour aller rapidement, tout à l'heure, avec une doctorante du laboratoire, on fait une keynote à quelle heure déjà? À 15 h. Donc je vous parlerai un tout petit peu plus des écosystèmes marins profonds. Donc là, on va gagner un tout petit peu de temps. Donc on est dans une zone aussi, on s'éloigne des ZE, des zones économiques exclusives, et avec une réglementation qui va être complètement différente, voire inexistante pour certaines parties. Alors, un premier point d'abord, on va se passer des diapos, hein, ça ira plus vite peut-être, vous pouvez les passer comme ça tranquillement derrière moi. À votre rythme. Voilà, oui. Ce qu'il faut savoir, on s'imagine ces écosystèmes marins profonds peu anthropisés. En fait, non, on s'aperçoit depuis quelques années, et là je vous parle de publications qui sont même assez récentes, hein, 2016-2017, on va trouver des amphipodes, donc des petits crustacés qui vont avoir bioaccumulé, donc avoir des concentrations assez importantes de ce qu'on appelle des polluants organiques passifs. Donc à 6000 mètres de profondeur, on voit l'impact de l'homme. On parle des microplastiques également. On a trouvé dans les fosses hadales, c'est ce qui est très très profond, c'est au-delà de 6000 mètres de profondeur. Et là aussi, on a trouvé des plastiques dans ces zones-là. Alors je terminerai tout à l'heure mon intervention par une note un tout petit peu plus positive. Ne vous inquiétez pas. Alors après, dans ces environnements, on va trouver des ressources. On va trouver des ressources biologiques, on a parlé de la pêche tout à l'heure. On va avoir des ressources énergétiques. On a exploité énormément de pétrole et on est en train d'essayer de décarboner ça. Et pour le moment, la ressource qui fait un petit peu débat, ce sont les ressources minérales marines. Donc c'est tout ce qui va servir à électrifier notre mobilité. Par exemple, du lithium pour mettre dans les batteries. Ça va être tout ce qui va nous permettre de communiquer avec Naomi à Mayotte, même si aujourd'hui c'était un petit peu compliqué. Et donc on a besoin de ressources minérales. Alors, est-ce que ce besoin est réel ou pas? Ça, c'est des questions qui vont concerner la géostratégie, la finance, la haute finance, etc. Donc, je ne peux pas vous répondre là-dessus. Nous, la question qu'on nous pose, c'est est-ce que ces ressources existent et qu'est-ce qui se passe si on va les exploiter? Qu'est-ce qui risque de se passer alors, justement? Alors, d'abord, juste le rappel, c'est on est dans une zone, dans ce qu'on appelle la zone avec un grand Z ou la haute mer. Et pour les ressources minérales marines, l'ONU a créé en 1994
un organisme qui s'appelle l'Autorité internationale des fonds marins, on peut s'arrêter là, qui va avoir pour objectif de réguler justement l'exploitation, mais seulement de ces ressources minérales. Actuellement, vous avez peut-être entendu parler de négociations sur BBNJ, c'est Biodiversity Beyond National Jurisdiction. C'est la même question, mais comment réguler l'exploitation des ressources naturelles. Donc c'est des zones qui sont au niveau de la réglementation très très compliquées. Et très convoitées. Il faut s'apercevoir par exemple que les États-Unis n'ont pas signé le traité de régulation. Donc c'est assez complexe. Et donc, pour nous, donc, ces ressources, on a plusieurs types de ressources. Hein, ça va être les nodules polymétalliques dont vous avez sûrement entendu parler, les encroûtements cobaltifères qui vont être habités, colonisés par des coraux froids, ou alors les sulfures massifs sur les dorsales milieu-océaniques. Ici, vous avez une petite carte de tous les permis d'exploration, j'insiste sur l'exploration, qui ont été attribués à des pays pour ces différentes ressources. Alors la question qui nous est posée maintenant en tant que chercheurs, donc il y a quelques années on travaillait sur les océans profonds en se posant une question très très fondamentale, c'est comment ça fonctionne. Depuis quelques années, on nous pose la question, qu'est-ce qui se passe si on va exploiter ces écosystèmes? Donc au niveau de la méthodologie de recherche, c'est beaucoup plus compliqué puisque dans un temps beaucoup plus court, là on est vraiment sur la réglementation pour l'exploitation est en cours vraiment de rédaction. Peut-être que dans 2 ans, cette réglementation sera effective et nous, on n'a pas encore fini de terminer nos études sur les impacts. Donc juste pour avoir une idée, en même temps, alors j'utilise ce terme à dessein, en même temps, on nous demande d'aller explorer, on nous demande de comprendre comment ça fonctionne, simplement établir une liste de biodiversité, c'est compliqué quand on travaille à 6 mm de profondeur. Il faut qu'on comprenne comment ça fonctionne pour essayer d'évaluer ou d'extraire des indicateurs d'impact. Avant d'évaluer l'impact, il faut savoir un indicateur de bonne santé, c'est quoi? Ça va vraiment dépendre de chaque écosystème. Est-ce que c'est le nombre d'espèces? Est-ce que c'est le réseau trophique qui va être modifié, etc. Donc, il y a la question de l'accessibilité aussi, parce que effectivement, mesurer la biodiversité dans un lagon par rapport à un écosystème qui est à 6000 mètres, effectivement, on n'est pas sur les mêmes contraintes. Exactement. Donc il faut en même temps faire ces développements technologiques qui nous permettent d'avoir cet accès. Donc c'est assez compliqué, mais ça correspond actuellement à au travail de chercheurs qu'on va faire. Et donc la réglementation est en cours. Et pour terminer, je vais vous parler d'un exemple qui fonctionne. Donc je vous ai parlé tout à l'heure un petit peu de Michel en a parlé aussi de la pêche profonde, donc qui va impacter les coraux froids. Les coraux froids, c'est pas les coraux qu'on va avoir dans les zones chaudes sur des faibles profondeurs. C'est des coraux qui vont utiliser les particules, la matière organique en suspension, qui vont être dans des zones de fort courant. Et c'est des zones les coraux vont former des structures en 3 dimensions qui vont servir de nourricerie, de frayère, de zone de protection. C'est pour ça qu'il y avait énormément de poissons autour. Et donc il y a quelques années, je vérifie mes notes, c'était en 2016. Donc l'Europe a interdit, l'Europe, et pas le monde, hein, l'Europe, a interdit le chalutage profond au-delà de 800 mètres de profondeur. Et là, le 15 septembre, donc c'est vraiment très très récent, suite à des travaux effectués par les scientifiques, notamment la cartographie de ces zones de coraux, l'établissement, Michel en a parlé tout à l'heure, d'un statut qui s'appelle écosystème marin vulnérable. Donc ces coraux ont été déclarés écosystème marin vulnérable et depuis le 15 septembre, entre 400 et 800 mètres de profondeur, le chalutage est interdit dans ces zones-là. Donc on a aussi une réglementation, ça va doucement, mais qui peut vraiment, à partir des travaux effectués par les chercheurs, qui peut aboutir à des actions de protection. Mais qui reste extrêmement perfectible. Il y a une étude hier de l'association Bloom qui est sortie et à partir du suivi satellite des navires de pêche, ils ont montré que les navires industriels passaient 47% de leur temps dans les aires marines protégées, où ils peuvent utiliser des engins tractés en fait pour faire du chalutage profond et où ils peuvent utiliser des scènes démersales. Donc il y a encore énormément de marge possible pour continuer à protéger aussi. Mais c'est juste, Michel en a parlé tout à l'heure également, c'est comment faire la police. Voilà. Oui, puis il faut bien dire que, comme l'a dit M. Saradin, en haute mer, c'est-à-dire au-delà de la juridiction des États, il n'y a pas beaucoup de règles, parce qu'on n'a personne pour dire les règles et on n'a personne pour faire de la police. Enfin, personne, ça sera les États, évidemment, qui feront la police et qui seront mandatés, en quelque sorte, par une autorité internationale. Mais aujourd'hui, il y a très peu d'aires marines protégées en haute mer. Il y en a très très peu. Et on est en train de travailler
l'Office essaye de travailler et d'inciter les États membres, enfin les États, à créer des aires marines protégées, notamment au large de l'Antarctique, parce que c'est une zone très riche. Et on a des blocages, parce que des nations comme la Russie, la Chine, pour les citer, s'opposent clairement à la création de ces aires marines protégées. Parce qu'ils ont bien compris que derrière l'aire marine protégée, on interdira ou on prendra des mesures de protection très fortes. Voilà. Et donc, moi, je salue vraiment la décision de la Commission européenne hein, qui est arrivée il y a effectivement très peu de temps là, pour protéger ces coraux entre 400 et 800 mètres au large de l'Atlantique hein, et de l'Irlande. Et effectivement, cette décision a provoqué la colère d'un certain nombre de pêcheurs, et en particulier des pêcheurs industriels. Mais au-delà de ça, encore une fois, moi j'ai insisté sur la gouvernance et la concertation. Les pêcheurs, ils râlent un peu parce qu'ils considèrent qu'ils n'ont pas été bien concertés et qu'aujourd'hui, ils se trouvent un peu dans un fait accompli et finalement, ils se disent, bon, bah, où on va aller avec nos bateaux et donc on va se reporter sur d'autres zones. C'est assez compliqué en fait. Donc il faut aussi les accompagner. Très largement dans les aires marines protégées. Il faut aussi les accompagner à trouver d'autres zones de pêche. Il faut aussi bien avoir conscience de ça. J'aimerais maintenant qu'on écoute Jean-Philippe Pagot, qui travaille pour EDF Énergie Renouvelable, qui travaille à déployer des éoliennes marines comme à Saint-Nazaire, où il l'a fait en concertation avec les pêcheurs, et qui est en lice pour l'appel d'offres de Cherbourg. On vous écoute. Comment est-ce qu'on peut implanter des éoliennes à proximité des aires marines ou dans des aires marines protégées? Ou pas toujours, et pas volontairement, en tout cas de manière absolument raisonnée. On a parlé de politique, on a parlé de science. Je suis persuadé que les uns doivent aider les autres dans le contexte des aires marines protégées qui sont un moyen et dans un objectif commun qui est la préservation des océans. Tout est connecté. Hein. J'ai le souvenir de la fin de mes études où je travaillais sur le transfert du carbone dans les chaînes alimentaires profondes. Donc déjà, et c'était il y a longtemps, vous avez vu à quel point je suis vieux. Et néanmoins, aujourd'hui, on a rompu